La prochaine séance, c'est sur la discrimination présentée par les agents des relations du travail de l'UCED qui vont parler sur les bases de la discrimination et expliquer c'est quoi cette notion juridique sur la discrimination. Well, good morning, everyone. Thank you very much. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir invités. C'est un sujet très important de discussion puisque toute la conférence a parlé d'équité et de certains enjeux comme ceci. On a eu de très bonnes discussions ici ce week-end et on veut vous parler de ce qui arrive si vous êtes dans une situation comme ça et que vos droits ne sont pas respectés. Quelles sont vos démarches? Alors, comment définir la discrimination? Avant de passer à notre présentation, je voudrais savoir qui a déjà déposé un grief portant sur la discrimination personnellement ou au nom d'un membre. Levez la main. Alors, quelques-uns de vous, oui. Dave, pas vous, non. Qui a déjà déposé une plainte sur les droits de la personne? On a déjà couvert ça. Qui a déjà eu du succès avec ce grief ou cette plainte? C'est bon? Alors, pas tellement de gens, hein, proportionnellement. Bon. Aujourd'hui, on voudrait vous parler des 13 bases sur de la discrimination. Alors, tout d'abord, on va vous poser des questions pour vous demander les 13. L'âge, le genre. On n'a pas de microphone? Oui. Alors, j'ai entendu l'âge, le genre, la race. L'âge, le genre, la race. D'autres? Levez la main, s'il vous plaît, et puis je vais vous le demander. Les croyances religieuses. En arrière. L'âge, oui, on l'a dit. Le statut matrimonial, le statut familial. En arrière, inaudible. Les convictions criminelles ou les pardons criminels. L'identité du genre ou l'expression du genre. Croyances politiques. On n'est pas là dans le volet politique, en fait. C'est pas dans le code. Alors, le handicap, les croyances, encore la religion, les croyances, origine ethnique ou nationale. Il nous en manque 3 encore. Les caractéristiques génétiques, oui. Il nous en manque un qui est très évident. Mais 2. Il nous en reste 2. La couleur. Je pense que c'est tout. Alors, bravo. On les a tous. Alors, qu'est-ce qu'une pratique discriminatoire? Parlons-en. Dans le contexte de l'emploi. Désolée, là, je ne fais même pas avancer les diapos. Alors, voilà les 13 motifs de distinction illicites. Alors, qu'est-ce qu'une pratique discriminatoire dans le contexte de l'emploi? Alors, c'est une pratique discriminatoire
selon le Code, de refuser directement ou indirectement d'embaucher ou de continuer à embaucher une personne ou dans le cours de son emploi et de différencier un employé sur les bases de discrimination telles que décrites. Alors, dans les demandes d'emploi, il y a de la discrimination. Il est discriminatoire de publier ou d'annoncer ou de demander, poser des questions qui touchent les préférences ou les expressions basées sur les aspects de discrimination, les 13 aspects de discrimination. Alors, dans les organisations, on peut regarder les pratiques discriminatoires. Alors, il s'agit d'exclusion de quelqu'un, de pleinement profiter de l'appartenance, de l'expulser, de limiter la personne, de ségréguer la personne ou d'agir contre la personne de façon à priver la personne de son emploi, de possibilités ou d'affecter négativement le statut de la personne lorsque la personne fait partie de l'organisation. Une pratique ou une politique discriminatoire, ce serait c'est discriminatoire comme pratique si un employeur ou une organisation établit ou poursuit une politique ou une pratique ou conclut des ententes qui touchent l'embauche, la promotion, la formation, les stages, le transfert ou tout autre aspect qui prive une personne ou un groupe d'individus de possibilités en matière d'emploi fondées sur l'une des 13 bases de discrimination. Alors, quand on parle de discrimination, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, pour établir une cause? Ça prend un cas de discrimination apparemment fondé. Et il y a 3 lignes qui décrivent cela. Alors, quand vous voulez établir cela et démontrer cela, il faut qu'il y ait une caractéristique qui soit protégée. Donc, les 13 qu'on a notés tout à l'heure, il faut avoir vécu un impact néfaste qui vous touche dans un aspect social protégé par le Code, comme on vient de décrire, et aussi la caractéristique protégée est un facteur dans les impacts néfastes. Alors, vous avez subi quelque chose comme personne dans le contexte de l'emploi. Le requérant doit démontrer que la discrimination a eu lieu dans le point de vue probable. C'est plus raisonnable et probable que la discrimination ait eu lieu. Une fois qu'on détermine qu'il y a matière, ici, le fardeau est donné à l'employeur de justifier la conduite. Si ce n'est pas possible, on va déclarer qu'il y a eu bel et bien discrimination. Maintenant, nous allons parler de comment déposer un grief. Si vous croyez que vous avez répondu aux critères de discrimination, on a fait preuve de discrimination contre vous dans le contexte de votre emploi, eh bien, quoi faire? On contacte un membre de l'exécutif local, de section locale, le président de section locale, le VPR ou nous-mêmes. Et puis, vous auriez la discussion. Nous irions ensuite dans la convention collective pour trouver les critères et déposer un grief. Alors, qu'est-ce qui est inclus? Alors, on peut
l'employeur a commis un grief et cité l'article. Les employeurs privés ont d'autres articles et d'autres conventions collectives ou ententes, mais ça revient au même. Alors, il faut aussi se rappeler qu'il faut identifier les bases sur lesquelles vous basez votre plainte. Alors, si l'employeur vous dit, vous devez déclarer quel aspect de la discrimination vous déclarez. Sinon, l'employeur va vous dire que la discrimination n'a pas eu lieu dans votre cas. Alors, c'est très important de le déclarer et vous pouvez avoir peut-être plusieurs bases de discrimination. Ça peut être pour l'âge et le genre, l'âge et le statut familial. Les origines nationales ou l'état familial, la situation familiale. Mais il faut aussi se rappeler qu'il faut prouver que vous pouvez présumer que ce soit un cas de discrimination. On parle aussi du Code des droits de la personne et vous pouvez bien et bien réclamer des dommages, ce qui est déterminé par le Code. Alors, si les gens en arrière pouvaient aller dans le lien là qui est au bas de l'écran, s'il vous plaît. Alors, vous utiliseriez 53.2 CDE et 53.3. Est-ce que vous pouvez mettre ça à l'écran, le lien? En attendant, donc, ça s'en vient. Alors, voilà. 53.2 DE, CDE, dis-je. L'article C dit que la personne doit compenser la victime pour tous les salaires qui ont été privés et D, compenser la victime pour tous les coûts pour aller chercher d'autres biens, d'autres services, d'autres accommodements et d'autres dépenses encourues et que la personne compense la victime pour un montant n'allant pas au-delà de 20 000 $ pour les souffrances. Dans l'article 3, la compensation spéciale. Le membre ou le panel peut exiger à la personne de débourser une compensation n'allant pas au-delà de 20 000 $ si on trouve que la personne a tenu une pratique discriminatoire. Lorsqu'on demande des dommages, voici les articles auxquels on va se référer pour pouvoir réclamer les dommages. Alors, c'est très important ici et je vous encourage de regarder le code. C'est une des choses que l'on recommande pour assurer qu'on pourra aller chercher les dommages et réclamer les dommages à l'employeur. Comment déposer un grief ou une plainte? Vous pouvez aller au site web à l'écran. C'est le site web. Alors, les bases de discrimination spécifiques doivent être identifiées. Une description détaillée de ce qui est arrivé est nécessaire pour décrire comment vous avez vécu la discrimination. On demande comment la discrimination vous a touché. Le plaignant doit déposer la plainte à l'intérieur de 12 mois. Et la plainte sera évaluée après que toutes les autres approches aient été essayées.
Aussi, lorsque vous déposez un grief contre l'employeur, vous devez contacter la Commission des droits de la personne et déposer ça en même temps ou à l'intérieur d'une semaine ou deux. Et vous êtes donc couvert comme ça. Ils vont vous donner un numéro de dossier. Et lorsque nous aurons tout fait dans notre système, de notre côté, eh bien, eux vont entamer avec leur processus et leur système. Donc, vous allez recevoir un numéro de dossier et lorsque nous aurons tout utilisé nos moyens, ils vont prendre la relève avec le numéro que vous avez. Ici, vous avez le site Web pour la Commission des droits de la personne. C'est un processus très simple et vous verrez droits de la personne et plainte. Et ici, il y a les bases de discrimination spécifiques qui doivent être déclarées. Alors, on dit, bon, je désire déposer une plainte et ça vous renvoie aux premières étapes, ce que nous devons savoir, ce que vous devez savoir et ça vous aide à suivre le processus pour déposer une plainte. Alors, vous pourriez assister ou aider un membre à déposer une plainte ou le membre pourrait déposer par lui-même la plainte. La membre ne doit pas nécessairement déposer la plainte elle-même, mais je n'encourage pas ça. C'est pas nécessairement le membre qui doit déposer la plainte par elle-même ou par lui-même. Le site est donc très clair, c'est très facile à utiliser et c'est très facile à suivre. Dernière diapo, on parle des pratiques exemplaires. Bon, moi, ma manette ne fonctionne pas. Les pratiques exemplaires, garder des notes détaillées des événements. Envoyez-vous des courriels. S'il y a une discussion sur une pratique discriminatoire, eh bien, envoyez-vous un courriel, un scénario de ce qui s'est passé cette journée-là. Il faut toujours bien documenter. Cela pourra changer la donne dans votre grief. Si vous recevez un courriel de votre gestionnaire concernant une situation qui est arrivée au travail, envoyez-vous ça à la maison parce que ça a la date, l'heure et tout pour décrire le scénario. Alors, la documentation est très importante et il faut vous garder cette copie aussi dans vos courriels. Si un collègue a vu ou il y a un témoin dans la situation, demandez-leur de vous donner quelque chose à l'écrit par courriel, un résumé peut-être de ce qui est arrivé. C'est une autre bonne façon de prouver ce que vous dites et de vous aider. Aussi, révéler ou faire un rapport de tous les problèmes par le au superviseur et envoyer ça par courriel, car ça a une date et une heure et que vous leur signalez le problème. Ou aussi, vous pouvez dire que vous avez signalé le problème et qu'ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas réglé le problème. Donc, j'espère que tout le monde ici se sent plus confiant dans la définition et ce qui est nécessaire pour déposer une plainte en matière de droits de la personne. On peut passer aux questions. Vous pouvez aller au microphone, s'il vous plaît. Bon, ma Binti va nous aider. Bonjour. Allez-y, concert. En étant quelqu'un qui a déjà déposé une plainte en droit de la personne et qui a déjà aidé les membres à déposer, je comprends le processus de grief et c'est mis en suspens au tribunal des droits de la personne. Combien de temps est-ce qu'on va attendre?
Alors, il faut avoir essayé toutes les autres approches à l'intérieur de la structure avant que votre plainte soit considérée. Et ils vont espérer que cela soit fait durant le grief. Alors, vous faites un grief, vous allez au Conseil à la Commission des droits de la personne. Eh bien, ils vont attendre que vous aviez tout essayé, les autres approches, avant de poursuivre. Merci. Inaudible. J'ai vu dans certaines conventions collectives, dans l'article sur la discrimination, on parle aussi de discrimination pour implication au sein du syndicat, mais j'ai pas vu ça dans les 13 aspects. Est-ce que c'est différent? Oui, c'est différent et c'est un bon point que vous soulevez. Avec la discrimination, dans certaines conventions collectives, on parle du fait d'être membre ou de participer aux actions d'un syndicat. Mais cette situation n'est pas comprise dans les droits de la personne. C'est un autre processus complètement qui s'appelle une pratique injuste en matière d'emploi. C'est toujours une discrimination, mais c'est différent, ce qui va mener à un autre processus. On a eu beaucoup de questions là-dessus par le passé et on me dit, je vais pour déposer ça, mais c'est pas une base. Alors, c'est juste dans ma convention collective. Alors, il faudrait avoir une discussion avec l'exécutif de la section locale, avec le VPR ou le Bureau national là-dessus. Lorsqu'on parle de dépôt de grief à l'intérieur de 25 jours, si ce n'est pas déposé pour ce type de grief à l'intérieur des 25 jours, est-ce qu'un arbitre ou un arbitre a la possibilité de poser un autre jugement qui va au-delà de ce jugement-là? Eh bien, les antécédents, c'est ce qu'il y a et c'est sur quoi leur jugement repose. Actuellement, ils se servent de la cause Collier et qui comporte juste une période de 25 jours. Vous pourriez peut-être le faire renverser, mais je n'ai jamais vu ça arriver. Aussi, vous avez 1 an avant de déposer devant le tribunal des droits de la personne. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas eu la chance de déposer un grief, vous pourriez avoir une discussion là-dessus avec quelqu'un à la Commission des droits de la personne. Vous avez 12 mois. Mais nous savons qu'avec la convention collective, qu'il y a certains paramètres. Y a-t-il d'autres questions? Je veux juste dire ceci. En général, je suis CR4. Heureusement, je suis dans un poste permanent, mais j'ai entendu des histoires là, vraiment de cauchemars. Étant nouveau, je trouve que c'était une présentation excellente. Mais nous, en tant que nouveaux employés, comment pouvons-nous aller retrouver cette information de façon plus accessible pour que les gens sachent quelles mesures prendre, comment vraiment prendre le pouvoir pour eux. Souvent, c'est très compliqué. Parfois, on reçoit le titre de crieur d'alerte. Mais comment est-ce qu'on peut aller chercher l'information plus facilement? Puisque ça pourrait aider plus de gens et encourager les gens à se joindre au syndicat plus facilement. Eh bien, je peux vous dire que c'est parfois assez compliqué. Je me rappelle toujours quand j'ai commencé dans un environnement syndical, on nous a
parlé des droits de la personne et on disait que si vous ressentiez certaines choses en milieu de travail, vous devriez déposer une plainte. Mais on ne savait pas où aller. Alors, il faut regarder les parties de la convention collective, démontrer aux membres que ça s'applique à eux, leur montrer l'article 19. Vous êtes CR4, alors c'est le Conseil du Trésor, mais il faut parler aux gens et leur dire que la clause de discrimination existe bel et bien. Aussi, vous allez avoir une copie de la diapo qu'on a présentée, mais il faut aussi savoir que la Commission des droits de la personne existe et que vous pouvez déposer des plaintes. Alors, dans l'environnement de sections locales et les VPR, ces gens-là pourraient vous aider. Je comprends ce que vous dites de crieur d'alerte, mais je peux vous dire que vous avez la possibilité de le faire. Voulez-vous que le comportement continue ou est-ce que vous voulez faire quelque chose pour que ça s'arrête? Alors, vous voulez travailler en quelque part où vous vous sentez accepté et vous ne voulez pas travailler en quelque part où ce genre de pratique continue. Is made aware. So Quand vous déposez une plainte en vertu des droits de la personne, on le signale à l'employeur. Et pour certains employeurs, c'est suffisant pour l'employeur pour qu'il se pose la question qu'est-ce qu'on fait dans mon ministère pour s'assurer que ces choses ne se passent pas. Donc, ça a cet effet aussi. Une autre chose que j'ai remarqué et ce que j'encourage les membres à faire quand ils déposent un grief au sujet de la discrimination et aussi une plainte sur le dos de la personne, c'est qu'on a de nouvelles lois sur la protection contre la violence. Et ça aussi, ça couvre la discrimination. Donc, c'est là pour identifier des problèmes systémiques en milieu de travail, pour créer d'autres initiatives pour que ça ne se répète pas. Et chaque avis d'incident doit être suivi, doit être conservé pendant 10 ans. Donc, j'encourage aussi qu'on dépose un avis d'incident. Une partie de la protection des dénonciateurs en découlerait parce que c'est dans la loi, les représailles pour le dépôt d'un avis d'incident et du harcèlement. Donc, il y a 3 façons de s'y prendre. Communiquer avec l'exécutif local et votre VPR pour que vous puissiez naviguer ces 3 processus assez complexes. Et j'aimerais ajouter à ça, personne n'est seul dans ces situations. Le vice-président, le président de section locale, vous avez le principal délégué syndical, votre VPR de région. Donc, on est là pour vous aider dans le processus ou pour tout processus que vous jugez qu'il serait nécessaire. Alors, pour donner suite à ce que Chris a dit, dans les politiques sur le harcèlement au milieu de travail et dans le processus d'enquête, comme vous l'avez dit, il s'agit là de mesures de prévention. Comment est-ce que l'employeur va empêcher que ce comportement se répète? Mais ça ne traite pas de recours, de remèdes. Mais ce que ça fait, ça permet à l'employeur de mettre en place des mesures de prévention pour l'avenir. Donc, ça n'adresse pas le passé, mais l'avenir, le futur. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux représentants, surtout de nouveaux représentants, que les membres viennent consulter à cause d'un harcèlement systémique continu? Et je ne sais pas ce qu'il y en est pour les agences et le secteur privé, mais le Conseil du Trésor a harcèlement et a discrimination. Et en fait, si on dit que ce n'est pas de la discrimination, bien, ce n'est pas du harcèlement sexuel, quelle est la meilleure façon pour déterminer quand déposer quelque chose? Par exemple, quand ce n'est pas un seul incident, ça se répète. Donc, il y a cette question des 25 jours. Moi, je répondrai toujours, c'est que
vu que ça arrive souvent. Ça arrive au stade où les membres se disent « j'en peux plus », ça se passe depuis 1 an, 2 ans, et ça y est, j'ai fini. Prenez ce dernier incident qui a eu lieu, c'est là votre date de dépôt de plainte. Vous pouvez adresser les points du passé, vous pouvez les présenter quand vous créez vous argumentez ce cas devant la Commission des droits de la personne. Alors, voilà pourquoi je parle de prendre des notes. Alors, même si vous avez cette idée dans votre tête, vous allez vous dire, bon, cet incident est arrivé ce jour-là, je vais le déposer avec une date. Mais vous n'êtes pas encore prêt à déposer la plainte. Mais vous avez un journal qui a noté ce qui s'est passé en milieu de travail. Quand vous arrivez au stade où ça y est, c'est assez, je vais insister et déposer un grief, vous décrire le dernier incident qui a eu lieu. Vous pouvez fournir le contexte et ces scénarios font partie de votre plainte. Alors, ce qu'on encourage les gens à faire, on en a parlé hier pendant la séance, c'est de tout documenter, tout consigner. Même si ça remonte à il y a 4 ans, quand vous êtes devant l'employeur et vous avez un document épais comme ça avec toutes les choses, les actions qui n'étaient pas correctes, alors quand ils arrivent à une audience, ils arrivent avec un cartable plein de documents, comme les employés d'Anstar. On a déterminé à ce stade-ci que la personne va déposer un grief ou une plainte. C'est beaucoup plus facile pour nous de le prouver. J'ai une question. Geneviève, section locale 7710. Qu'est-ce qui arrive quand la discrimination, c'est comme c'est pour une raison de handicap ou de santé mentale, ou une personne qui a un handicap ou un problème de santé mentale. Alors, la personne dit « j'en ai marre », c'est le dernier événement, le dernier incident, mais la personne n'est pas là pour le traitement du dossier. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les échéances? Dans ce cas-là, je dirais plusieurs choses. Vous pouvez toujours déposer la plainte, ou le grief plutôt. Vous le mettez en suspens pendant que vous faites ce que vous avez à faire si vous avez besoin de prendre un congé du milieu de travail pour protéger les échéances. Alors, j'encouragerais d'avoir encore ce mécanisme-là, de permettre le plaignant de déposer un grief. Ils ont 12 mois pour déposer leur plainte devant le tribunal des droits de la personne. Et si vous êtes dans une situation où le membre va en congé et n'a pas déposé un grief, il y a une période pendant laquelle on peut déposer une plainte aux droits de la personne. Mais il faut respecter les échéances, comme on vous l'a dit hier. Si vous avez un argument expliquant pourquoi vous n'étiez incapable de déposer le grief, par exemple, vous étiez sérieusement malade, alors on en tiendra compte pendant les audiences. Mais je vais toujours dire aux membres, si vous savez qu'un membre quitte le milieu de travail à cause de problèmes de santé mentale ou à cause d'une incapacité pour laquelle l'employeur refuse de faire des mesures d'adaptation, il y a différents motifs dans ce greffe. Ce n'est pas seulement une plainte en vertu des droits de la personne, il y a les accommodements, etc. Alors, je dirais, chercher à consigner les documents et à vous souvenir des dates et respecter les échéances. Ça répond à votre question? Autre chose? Très bien, merci beaucoup. J'apprécie votre intérêt.